Bonjour et bienvenue sur les nouveaux formats du podcast Vers l'éclosion. Dans ces nouveaux formats, je vais échanger, discuter avec des personnes du quotidien pour qu'elles puissent témoigner, vous raconter leur histoire autour de la santé. L'idée de ces épisodes, c'est vraiment le partage, pour que chacun et chacune d'entre nous puisse s'identifier, peut-être aussi s'informer et s'inspirer surtout de ces histoires pour qu'un jour, elles se disent « Moi aussi, je vais aller mieux ». Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode que je partage avec l'une d'entre vous. Aujourd'hui, je reçois Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Marion. Et nous allons vous parler d'une des maladies inflammatoires de l'intestin qui existent. Il s'agit de la maladie cœliaque. Alors Caroline, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu souhaitais aujourd'hui aborder ce sujet-là de la maladie cœliaque ? Déjà, merci Marion de m'avoir proposé d'enregistrer ce petit podcast. Et c'était dans une démarche d'informer, de partager mon expérience et ce que j'ai pu apprendre au sujet de cette maladie. Car c'est vrai que donc je suis atteinte de la maladie cœliaque depuis mon enfance. Et il y a eu une errance médicale qui a duré plus d'une trentaine d'années. Et c'est vrai que c'est assez difficile, bizarrement, d'être diagnostiqué de nos jours, alors que c'est une maladie qui est quand même très 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 vieille, plus de 2000 ans, voire plus. Et au final, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu dans cette errance encore, et c'est vrai que je trouvais ça intéressant de pouvoir partager au plus grand nombre pour pouvoir faire les choses bénéfiques, on va dire, et nécessaires pour pouvoir trouver la problématique et guérir, et du moins aller mieux, si on peut parler de totale guérison. Oui, donc tu nous parlais finalement que c'est une maladie avec laquelle tu as grandi, tu as vécu depuis ton enfance. Est-ce qu'il y avait des signes dans ton enfance qui auraient pu alerter et faire... même si tu dis qu'il y a eu quand même une errance médicale, mais est-ce que ça t'a orienté vers des pistes, des médecins qui étaient spécialisés peut-être ou qui n'ont peut-être pas trouvé directement que c'était cette maladie-là ? Est-ce que tu arriverais à nous refaire un petit peu ton parcours santé jusqu'à ce diagnostic fameux ? Alors c'est vrai que quand j'étais petite, j'ai eu du coup beaucoup de problèmes intestinaux, donc avec des maux de ventre, des diarrhées. Et j'ai vu un certain nombre de gastro-entérologues qui m'ont fait passer une multitude d'examens et de tests, mais jamais par rapport à la maladie cœliaque. Et c'est vrai que ça s'était soldé au fait que ce soit dans ma tête. Et c'est vrai qu'après, en fait, on grandit avec cette problématique parce que c'est quand même assez gênant au final au quotidien, même quand on grandit, d'aller chez les autres, etc. Parce que c'est vrai que les diarrhées, c'était quasi quotidien et c'est assez handicapant au final d'un point de vue social. Mais après, comme on nous dit que c'est dans la tête, on cherche plus en fait à aller plus loin. Puis après avoir vu bon nombre de praticiens, c'est comme si on acceptait bizarrement ce qui se passait. Mais c'est vrai qu'après, il y a une fatigue qui commençait à s'installer assez forte en fait. Je crois que c'était... Donc moi j'ai 40 ans. Et du coup, donc en 2009, j'ai commencé vraiment à avoir des gros épisodes de fatigue et d'épuisement, mais vraiment des fatigues qui aspiraient de l'intérieur à vraiment plus pouvoir faire quoi que ce soit en fait. C'est vraiment être sur le canapé et plus pouvoir bouger. Mais c'était, ça venait, ça partait, etc. Mais avec des épisodes de plus en plus douloureux aussi au niveau du ventre. Mais après, ça venait, ça partait, tout en gardant quand même des problèmes digestifs. J'avais un petit peu discerné des aliments, des plats ou des associations qui étaient problématiques, qui provoquaient des diarrhées quasi instantanément, on va dire. Mais n'étant pas du tout axée là-dessus, du coup, je ne m'étais pas posé plus de questions que ça. Et du coup, c'est vrai que ça a duré très longtemps. Et c'est vrai que c'était
c'était en quelle année? En 2018 où j'ai été voir ma gynéco, donc pour toute autre chose, et donc je lui ai parlé de cet épuisement qui commençait à s'installer et qui devenait de plus en plus handicapant, et qui, elle, m'a proposé, m'a dit, mais pourquoi, il faudrait faire ce test-là. Alors moi, c'était un peu la première fois que j'entendais parler de gluten. J'ai même hésité à faire le test en me disant, mais non, de toute façon, je suis pas allergique. Pas du tout. Et au final, donc, j'ai passé la prise de sang donc, pour tester les anticorps qui étaient extrêmement élevés. Et donc par la suite, j'ai été voir un gastro-entérologue qui m'a fait passer donc, une biopsie donc, où la maladie cœliaque s'est avérée effectivement positive à un stade extrêmement avancé où il y avait une destruction intégrale des villosités intestinales. Oui, donc si on peut caractériser, définir en tout cas la maladie cœliaque puisqu'on ne l'a pas fait forcément et qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas forcément aussi cette maladie-là. Donc, comme tu l'as dit, c'est une destruction des villosités qu'il y a dans l'intestin et ça se caractérise par des problématiques au niveau du système digestif. Et ce qui peut alerter aussi, c'est une fatigue qui s'installe. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui peuvent intervenir aussi dans cette pathologie-là? Ouais, alors après, c'est vrai que je pense que l'errance médicale vient surtout du fait, déjà, là je fais un petit aparté, c'est que pour les enfants, on va directement voir le côté triste, fatigué et un retard de croissance. Et en fait, à partir du moment où on n'a pas de retard de croissance, ils ne cherchent même pas. Alors que, en fait, il y a des. Donc, moi, je n'ai pas eu, par exemple, de retard de croissance. Et dans les symptômes, effectivement, il peut très bien y avoir donc, des problèmes digestifs, donc retard de croissance, effectivement, des maux de tête, des éruptions cutanées. En fait, il peut y avoir une multitude d'indications qu'il y a un problème au niveau de l'intestin, une inflammation et un problème d'absorption des nutriments. Mais après, je sais qu'il y a des personnes, par exemple, qui vont être asymptomatiques pendant de nombreuses années. Et d'autres personnes qui vont la déclencher beaucoup plus tard. Parce que oui, donc pour reprendre la définition de la maladie cœliaque, en fait, c'est une maladie donc, qui est génétique. Donc on est porteur ou pas du gène. Et après, donc en fonction de notre hygiène de vie, donc aussi bien ce qu'on mange, mais s'il y a du stress, l'environnement où on évolue, etc., le gène peut s'exprimer ou pas, en fait. Et donc après, c'est effectivement à partir du moment où il y a l'ingestion donc, du gluten, il va y avoir une inflammation qui se crée donc, au niveau intestinal. Et donc c'est le système immunitaire en fait, qui s'impacte. En fait, c'est vraiment la nuance avec la sensibilité au gluten, où là, effectivement, ça va être essentiellement des ballonnements, il peut y avoir les mêmes signes au final que la maladie cœliaque, mais il n'y aura pas du coup le système immunitaire qui va s'emballer en fait. Il n'y aura pas de destruction de l'organe. Donc là, voilà, donc étant donné que c'est immunitaire, il y a vraiment l'inflammation qui, au bout d'un moment, provoque une destruction aussi de l'organe en question. Donc là, c'est au niveau du duodénum et donc les petites villosités qui permettent l'absorption des nutriments qui vont se détruire en fait. D'où le fameux problème de croissance qu'on peut observer chez certains enfants, parce qu'en fait les nutriments ne sont pas absorbés correctement, ou voire pas du tout, si carrément les villosités sont complètement détruites. Oui. Et la fatigue aussi, du coup, comme le corps. Ouais. Et donc tu disais que c'était la première fois, lorsque ta gynéco t'a parlé de gluten, c'était la première fois que tu entendais ce mot-là. Donc comment ça s'est passé? Après, tu as fait donc ta prise de sang, ça s'est avéré positif. Et comment déjà, est-ce que toi tu as vécu ce diagnostic-là? Et est-ce qu'on t'a aiguillé vers certaines choses pour te dire, ok, j'ai la maladie cœliaque, mais maintenant je fais quoi? Alors, c'est là où on n'est pas tous égaux. Je pense que ça dépend sur la personne, le praticien sur lequel on tombe, s'il est plus ou moins au courant, même si c'est sa spécialité, tout ce qui est sphère digestive. Mais moi, j'ai fait donc la biopsie et donc le rendez-vous a été, c'est bien la maladie cœliaque, du coup, exclusion totale et à vie du gluten, même les traces. Mais sans expliquer ce que ça pouvait représenter.
Et en gros, pour eux, c'était les pâtes, les pizzas, le pain, et basta, quoi. Alors qu'en fait, du coup, je me suis retrouvée un peu démunie en me disant, purée, mais ok, qu'est-ce que je fais de tout ça? Et, euh, et en fait, moi, je suis d'une nature très curieuse et je pense qu'il y a l'instinct de survie aussi, envie de s'en sortir aussi. Et je suis allée un peu fouiller partout, donc j'ai appris beaucoup de choses par ce moyen-là, on va dire. Et donc j'ai vu qu'effectivement, donc les traces, il y en avait partout, même au-delà des traces, tout ce qui était blé, orge ou amidon de blé, il pouvait être un adjuvant assez fréquent dans beaucoup de préparations, on va dire, ou même de sauces ou des choses comme ça. Et que les traces existaient, mais de par le conditionnement des aliments, enfin bref, en gros, c'était... faut lire toutes les étiquettes, quoi qu'il arrive. Et même dans les médicaments, etc. Donc c'est vrai que c'est... Et dans les cosmétiques, alors plus effectivement faire attention à tout ce qui est dentifrice, rouge à lèvres, baume à lèvres, parce qu'il peut y en avoir aussi. Et donc là, il y a un risque d'ingestion. Mais voilà, j'ai découvert un petit peu tout ça par moi-même. Et c'est quelques années plus tard où j'ai découvert qu'il y avait l'association AVDIAG. Et je me dis, mais ça aurait été quand même hyper facilitant d'en avoir connaissance en amont. Et parce qu'en fait, c'est une association, donc c'est l'association des intolérants au gluten de France, qui va regrouper plusieurs pathologies liées au gluten, dont la maladie cœliaque. Et c'est vrai qu'ils accompagnent beaucoup, donc il y a des formations qu'ils peuvent faire en visio, il y a un accompagnement pour justement le changement du régime, etc., les choses à faire attention au quotidien, parce que c'est vrai que quand on habite seul, il y a beaucoup de choses à changer, mais au final, il n'y a pas trop de contraintes. Mais quand on est une personne seule à être malade dans un foyer avec plusieurs habitants, il y a tout ce qui est attrait à la gestion de l'espace, des ustensiles de cuisine, voilà, parce qu'à savoir, tout ce qui est effectivement traces de gluten, on peut les retrouver donc dans tout ce qui va être les ustensiles en bois, parce que c'est très poreux, les planches à découper, et à savoir qu'une miette de pain, donc en gros, d'un pays à l'autre, c'est de 17 à 20 mg en fait de gluten. Donc ça peut, à peu près une miette de pain, relance l'inflammation en fait. Donc ça, c'est vraiment assez contraignant, on va dire. Et donc voilà, en fait, il vous aide vraiment dans cette transition et voir si vous suivez bien et s'il y a des problématiques, voilà, voir comment réajuster, etc. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à changer. Et en fonction des sensibilités des gens, on va dire on peut être plus ou moins souple. Je sais que moi, pendant très longtemps, j'avais pas forcément. Quand j'allais chez les gens, je mangeais ce qu'ils préparaient, etc. Et sauf qu'en fait, moi, l'impact qu'il y a eu avec ces 30 ans d'errance médicale et cette destruction quasi intégrale, on va dire, de l'intérieur de mon intestin, j'ai une intolérance qui est assez forte, chose que je n'avais pas conscience forcément au début. Et du coup, voilà, tout ce qui était préparé dans les mêmes casseroles, avec même les cuillères, même si c'était pas en bois, les fourchettes, les couteaux, etc. Je me suis rendu compte sur le tard qu'en fait, parce que oui, je voyais qu'il y avait des personnes qui apportaient leurs couteaux, leurs fourchettes, leurs couverts. Et je me suis dit, oh non, mais quand même là, c'est un peu extrémiste. Et en fait, je me suis rendu compte que non, pour moi, c'était nécessaire en fait. Et par exemple, ma sœur et mon petit-neveu qui du coup ont été diagnostiqués récemment, pour le coup, la maladie s'est déclenchée ça a été pris en charge, on va dire, précocement. Et ils n'ont pas cette sensibilité-là. Donc ça, c'est pareil, ça va varier d'une personne à l'autre, en fait. Mais effectivement, il ne faut pas exclure de devoir faire davantage attention en fonction des cas, quoi. Oui, puis comme tu disais, ça dépend du degré aussi. Toi, tu disais que ça avait été diagnostiqué à un stade qui était quand même assez avancé. Ah oui, donc c'était le dernier stade, ouais. Voilà, quand on arrive peut-être à se faire diagnostiquer plus tôt, il y a, comme tu dis, encore une fois, un seuil de tolérance qui est un peu plus souple. C'est ça. C'est-à-dire, là, pour prendre exemple de ma sœur et mon neveu, par exemple, ils peuvent très bien faire cuire leurs pâtes sans gluten dans la casserole qui est normalement utilisée pour avec les aliments avec gluten. Effectivement, il faut que ce soit bien nettoyé, etc. On est d'accord. Mais du coup, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, quoi. Et pour revenir à toute la mise en place qui a suivi ce diagnostic-là et le fait que finalement
tu n'aies pas été accompagnée sur ce côté-là, ni que tu avais connaissance de cette association qui est l'association Avdiag. Est-ce que tu as réussi à te tenir à ce nouveau régime? Comment tu as vécu en fait? Parce que c'est complètement un changement de régime, mine de rien. On se dit c'est juste le blé qu'il faut enlever, mais comme expliquait Caroline, en fait c'est beaucoup plus que ça. Et mine de rien, le blé est l'ingrédient finalement le plus facile et se trouve partout. Donc comment est-ce que toi tu as vécu ça? Parce que tu l'as vécu peut-être seul, ou est-ce que tu as trouvé du soutien aussi? Bah après, c'est vrai que enfin, les amis étaient, et même la famille ont été très à l'écoute. Mais après, ils découvraient aussi en même temps que moi. Donc on faisait en sorte de faire attention. Mais puis c'est difficile aussi, je pense, pour les proches, dans les débuts, bien sûr, parce que de changer les habitudes et de faire voilà, de vraiment faire attention, alors que d'habitude, ils n'ont pas à faire attention à ça. Enfin, je pense que c'est un effort qui est un peu plus intense pour eux. Bah après, pour en revenir à comment j'ai vécu la transition, c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Bah, surtout déjà d'un point de vue social en fait, parce que c'est vrai que en fait c'est comme si on passait en hyper-vigilance en permanence à partir du moment où on est en société. C'est-à-dire que dès qu'on voit par exemple un plat qu'on peut manger, etc., s'il y a des choses où on trempe un peu à droite à gauche ou du pain qui passe, etc., en fait on capte tout. Et c'est. Donc, du coup, déjà, bon, bah, tant mieux parce qu'au moins on voit, mais en fait, c'est quand même assez épuisant. Et il y a une frustration aussi de ne pas pouvoir partager les mêmes repas. Puis, ouais, toujours devoir faire attention, c'est que c'est. Ouais. Puis après, c'est les repas donc, en extérieur, parce que c'est vrai que dans les restaurants, etc., c'est assez compliqué en France. Nos voisins européens sont quand même beaucoup plus développés à ce sujet-là. Et bien qu'en France, effectivement, ça commence un petit peu quand même, il y a des efforts qui sont faits. Mais c'est toujours extrêmement compliqué en fait. Donc c'est vrai que d'un point de vue social, j'avoue que c'est assez contraignant et frustrant. Même encore aujourd'hui, enfin là c'est bon, enfin maintenant j'arrive un petit peu à gérer tout ça, mais par exemple si tu as envie de partir à tel moment sur un week-end, etc., bah, il faut avoir vu en amont où est-ce qu'on peut manger éventuellement, ou avoir pris dans la valise de quoi manger. Enfin bref, c'est assez. En fait, c'est une organisation, limite, faudrait avoir une caravane, quoi. Avoir la maison avec nous pour avoir ce qu'il faut. Mais ouais, c'est pas évident. Puis c'est vrai que devoir tout changer, enfin, parce que moi, pour le coup, bah, c'est un peu vider les placards, c'est enlever changer tous les ustensiles de cuisine, la planche à découper, le grille-pain. Enfin, non, ça fait vraiment une grosse transition. C'est un peu. Moi, je sais que je l'ai vécu un peu comme pas comme une punition, mais un peu quand même en fait. Enfin, d'être privé de quelque chose et après, en plus, c'est vrai qu'en France, la nourriture, c'est quand même un lien social très très fort. Et ouais, donc oui, transition effectivement pas évidente. Et je pense qu'effectivement, quand on est accompagné, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Et c'est pour ça que je conseille vraiment à tous ceux qui sont diagnostiqués de se rapprocher de l'AVDIAG. Parce que pour ça, ils sont vraiment super. Et après, être accompagné aussi par des praticiens qui connaissent effectivement cette pathologie éventuellement, enfin en parallèle, enfin voilà. Et pourquoi pas psychologiquement aussi, hein, parce qu'au finalement, c'est comme toute transition, surtout les transitions qui ne sont pas forcément désirées, ça reste un petit deuil à faire aussi, quoi. Donc c'est pourquoi pas aussi, ça peut être quand même intéressant. Si on en ressent le besoin, bien évidemment, parce qu'après tout dépend des personnes là-dessus, quoi. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est important de pouvoir aussi se sentir soutenu et peut-être aussi moins seul, même si on est seul à vivre la chose, de savoir qu'il y a un soutien et puis des personnes qui sont là, ne serait-ce que pour nous écouter, même si voilà, c'est juste pour dire peut-être qu'on en a marre de ce régime-là, parce que voilà, c'est compliqué, et comme tu le dis, surtout quand c'est pas désiré, de passer de quelque chose qu'on ne connaît pas du tout finalement. Ce qui est dur en plus, c'est que c'est vu, alors de moins en moins, mais c'était vu comme le gluten, comme un régime à la mode en fait. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on annonce que non, on peut plus manger de gluten et qu'il faut pas de traces, tout ça, on n'est pas forcément compris.
Ou alors, je pense que les gens ne connaissant pas ne captent pas de l'enjeu en fait et de la sévérité de l'impact en fait. Et c'est vrai que dans les débuts, devoir répéter, déjà c'est très lourd parce qu'on a un peu l'impression de passer pour la relou de service, toujours à rappeler ce qui est bon, ce qui est pas bon. Donc ça, ouais, ça c'est pas évident. Et puis oui, cette sensation d'être prise pour quelqu'un qui pose ses conditions de régime à la mode, alors qu'en fait, déjà c'est une charge pour nous de le vivre, c'est une charge pour nous que de le répéter, et du coup d'être pris un peu à la légère. Parce qu'après, quand des personnes font pas attention et que par exemple dans un repas en commun et du coup contamine entre guillemets les autres plats, si on n'a pas prévu un plan B, on mange pas en fait. Non, c'est vrai qu'il y a eu des débuts un peu compliqués. Ouais. Et ça, c'est bien que tu le soulignes, effectivement, ce côté pas de gluten est un régime qui est à la mode et qui est un choix en fait de vie. Sauf que, voilà, dans le cas de la maladie cœliaque, c'est une réelle allergie. Donc, comme toute allergie qui peut exister sur divers aliments, voilà, c'est à prendre en compte tel quel, quoi. Et tu disais qu'il y avait quand même des impacts donc, au niveau social par rapport à cette pathologie-là, qu'il y avait beaucoup de choses aussi à prévoir en amont et en fait, ça demandait une anticipation qui est constante, une hypervigilance qui est constante aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses aujourd'hui qui t'impactent par rapport à cette patho? C'est là la chose première, parce que pour le coup maintenant ça va faire 6 ans cette année. Moi ce qui m'impacte encore, on va dire, c'est la perte de spontanéité. C'est-à-dire c'est se dire si tiens j'ai envie de voyager ou j'ai envie d'aller à tel endroit, etc. C'est se dire en fait ça se prévoit. Et ça c'est vrai que je pense que c'est le plus dur, ouais. Et effectivement le côté trace, parce que quand on se dit s'il y a juste l'intolérance ou même admettons même si c'était juste toujours ce côté malade, le côté immunitaire qui est impacté, ok, mais si il n'y avait pas cette notion de trace qui pouvait vraiment relancer le tout, ça allégerait beaucoup en fait, parce qu'au final c'est vrai que manger sans gluten, on se rend compte que ça devient quand même facile au final, je trouve, de plus en plus. Mais oui, ce qui est compliqué, c'est les traces. Aussi bien dans les aliments, parce qu'on les retrouve dans les légumineuses, dans des produits bruts au final, hein, et après dans les restaurants, etc., ou chez les gens. Et ça, ouais, je pense que c'est ce qu'il y a de plus compliqué, ouais. Oui, de perdre, ça rejoint un peu le côté pas social, mais sa façon de vivre finalement qui perd de sa légèreté. Oui. De sa légèreté et de sa spontanéité, ouais, complètement. Ah, ouais. Ouais, je comprends que ça puisse être... je vois tout à fait. Et malgré tout, voilà, avec ce régime qui est maintenant le tien aujourd'hui, est-ce que tu as vu des améliorations sur l'évolution de ta pathologie, sur tes symptômes? Et est-ce qu'il y a eu peut-être aussi des rechutes à un moment donné qui sont peut-être pas forcément dues à l'alimentation, mais voilà, c'est une fragilité que tu as aujourd'hui, donc peut-être que ça peut repartir. Alors déjà, au niveau des améliorations, c'est très simple, hein. Au bout d'une semaine d'éviction totale, j'ai revu la lumière. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Mais après, il y a quand même, de toute façon, le travail... je pense qu'il y a toute une prise en charge en parallèle qui est absolument nécessaire et qui, hélas, n'est pas considérée du point de vue de la médecine moderne actuelle. Et du coup, je parle par exemple de tout ce qui est la régénération des intestins et retravailler effectivement sur... retrouver un équilibre dans le corps en fait. Et ça, c'est vrai que du coup, ça a traîné, on va dire, un petit peu en longueur. J'ai continué avec des fatigues parce qu'au final, toute la dénutrition que j'ai pu accumuler et vivre pendant 30 ans, et du coup, l'hyperperméabilité qui a été impactée, qui s'est créée par rapport à l'inflammation
pendant des années, le fait que ça n'ait pas été, on va dire, guéri, bah, ça a un peu entretenu cet état de dénutrition, on va dire, et du coup l'état de fatigue, et du coup le corps qui se régénère pas bien, etc. Et donc c'est vrai que ça impacte forcément, du coup, enfin, puis comme j'étais un peu du genre à pas trop m'écouter, toujours, enfin voilà, faut toujours être fort, pas embêter les autres, etc. Et donc du coup à pas écouter. Et je pense que oui, ça, on va dire qu'il y a une petite rechute, mais au niveau fatigue, énergie, etc. Mais après, il y a d'autres choses en parallèle qui ont bien sûr contribué à tout ça. Mais c'est pour ça que là, je souligne vraiment l'importance d'avoir une prise en charge en parallèle sur retrouver l'équilibre et restaurer un intestin qui soit perméable et enfin voilà, retrouver une bonne santé, remonter les carences, etc. Parce que ça a vraiment un impact essentiel. Et d'ailleurs, enfin, chose importante aussi que j'ai pu voir dans des études, c'est qu'il faut, enfin, pour toutes les personnes qui sont cœliaques, il est important de vérifier la thyroïde en fait, parce qu'il y a souvent un impact, enfin un lien, on va dire, entre les deux. Et souvent, si la maladie cœliaque s'est déclenchée, c'est que potentiellement la thyroïde peut être un petit peu au ralenti, on va dire, sans forcément tomber dans l'hypothyroïdie. Hein. Mais voilà. Et c'est vrai que aussi l'impact aussi d'un intestin hyperperméable et qui est pas régénéré. Enfin, à partir du moment où on a une maladie auto-immune, c'est un peu la porte ouverte sur le déclenchement d'autres pathologies auto-immunes. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de bien se prendre en charge et d'être accompagné dans le retour à l'équilibre en fait. Et par rapport à cette prise en charge dont tu parles pour toutes les personnes qui pourraient nous écouter, est-ce que toi justement tu as trouvé du soutien? Tu parlais de régénération de l'intestin, etc. Est-ce que tu as pu mettre en place un accompagnement dans peut-être des formes de médecine plus holistiques qui t'ont aidé ou d'autres choses Alors moi je suis restée enfin étant donné que j'ai découvert très tardivement l'association de l'AVDIAG, j'ai continué de toute façon, enfin tout au long, depuis 2018, j'ai fouillé effectivement à droite, à gauche, à droite, à gauche. J'ai découvert plein de choses sur la santé, sur l'importance du bien-être psychologique, émotionnel, sur l'alimentation, etc. Et en découvrant tout ça, je me suis rendu compte que en fait, ça m'intéressait vraiment. Et donc, en continuant à faire les choses par moi-même, j'ai fait une reconversion en 2021, du coup, en tant que naturopathe. Donc, c'est vrai que ça a ouvert tout un champ, en fait, un pan de vie. Et c'est vrai que ça ouvre aussi, au-delà de la naturopathie, sur toutes les médecines aussi ancestrales, que sont l'Ayurveda, et la médecine traditionnelle chinoise, tout ce qui est médecine fonctionnelle, etc. Et c'est vrai que, voilà, moi c'est que j'ai fait moi par moi-même, effectivement, mais parce que ça m'intéresse et je pense que tout le monde n'a pas forcément envie de passer du temps à ça. Enfin, ça reste un monde très 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 vaste, mais voilà, mais ça a été ma manière de faire. Oui, donc pour cet accompagnement, tu t'es auto-accompagné en quelque sorte. Tu as allé glaner, chercher des informations qui pourraient te permettre d'aller mieux ou voilà, d'améliorer la régénération ou la santé de ton intestin. Est-ce que c'est le genre de conseil que tu pourrais donner aussi aux personnes qui aujourd'hui sont atteintes de la maladie cœliaque et qui ont eu bien sûr un diagnostic? Est-ce que ça serait d'aller voir ce type de médecine alternative qui peut en parallèle aider à régénérer l'intestin, voilà, à faire du bien de quelque manière que ce soit, ou est-ce que tu aurais d'autres ressources qui toi t'ont aidé et qui pourraient aussi aider d'autres personnes? C'est ce que j'entendais aussi par l'accompagnement parallèle pour se régénérer. Enfin, c'est vrai que, enfin, c'est ce que je sous-entendais effectivement, c'est de faire appel à des, parce que hélas, en fait, la médecine moderne n'est pas sur ce plan-là en fait, et peut-être que ça va se développer et c'est tout à souhaiter, mais je pense que oui, un accompagnement holistique, mais vraiment holistique, c'est-à-dire pas tant dans juste la régénération
de la partie, on va dire, enfin pour toute maladie, mais donc là dans la maladie cœliaque des organes atteints, on va dire, mais il y a effectivement l'accompagnement dans le changement de vie, mais que c'est bien aussi l'alimentation, mais l'accompagnement psycho-émotionnel, et que après moi c'est vrai que je suis convaincue que tout n'arrive pas par hasard entre guillemets, et qu'au final tous les événements, aussi durs soient-ils, qu'on peut vivre dans notre vie, nous apportent quelque chose au final en fait. Mais c'est vrai que c'est un beau travail de résilience à faire sur soi, c'est très intéressant. mais, mais oui, je pense que c'est un accompagnement holistique, oui, c'est, je pense, essentiel. Mais après, tout le monde n'est pas forcément prêt à ça, et n'attendra qu'un accompagnement, on va dire, plus terre à terre dans la régénération des organes et dans l'alimentation. Mais enfin, voilà, moi je suis convaincue, on est un tout, et que la sphère psycho-émotionnelle et énergétique d'ailleurs aussi est essentielle. Parce que j'imagine que tu as toi-même peut-être vécu des choses qui ont peut-être réalimenté tes symptômes ou l'inflammation de ton intestin qui étaient autres finalement que l'alimentation. C'est pour ça que tu dis que tout ce qui est holistique et qui prend en compte aussi tout ce qui est psycho-émotionnel, c'est tout aussi important que l'alimentation. Ah bah, de toute façon, c'est sûr que par exemple, si on se met juste sur le stress, c'est vrai qu'à chaque fois on parle du stress, mais en parlant comme ça, en disant, comme si on le prenait à la légère, mais ça a un impact dévastateur sur la santé en fait. Et c'est pour ça, avoir une bonne hygiène dans nos pensées, dans nos émotions, et puis même être aligné dans ce qu'on est, dans ce qu'on veut faire, etc. Enfin, pas se créer de tensions internes, être bien dans sa vie, être bien dans ses relations, être bien dans son travail. Je pense que oui, ça a un impact qui peut être positif ou négatif. Ça, oui, c'est indéniable. Mm. Et il y a une question aussi qui m'est venue juste avant quand on parlait. Est-ce que c'est une pathologie dont tu arrives à parler avec des personnes, par exemple, que tu ne connais pas, ne serait-ce que pour la faire connaître, que les personnes prennent conscience aussi que voilà, il existe plein de maladies qui impactent des personnes et qui ne se voient pas forcément aussi, d'un premier abord? Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à faire facilement ou que tu aimes faire parce que justement tu as envie que ce soit connu et que voilà, les personnes peut-être se posent la question, si ce n'est pas pour elles, c'est peut-être quelqu'un qu'elles connaissent et qu'elles se disent, voilà, l'aiguiller sur cette patho? Après, c'est vrai que je vais... déjà, à partir du moment où on rentre en relation avec des personnes et que on est obligé d'expliquer ce qui se passe, les personnes vont plus ou moins poser des questions, et donc je vais plus ou moins en parler en fonction de l'intérêt que la personne a. Donc ça, de ce côté-là, oui. Donc fatalement, les proches, ils vont connaître un peu plus, et donc c'est une première manière. Et puis après, oui, des personnes qui vont peut-être venir me voir ou me parler de choses qui ne vont pas dans leur santé physique, etc. Effectivement, après, je ne centre pas forcément sur la maladie cœliaque, mais c'est vrai que oui, je peux en parler, oui, effectivement, facilement. Enfin, facilement. Après, c'est aussi en fonction de ce que la personne est prête à entendre aussi. Oui, non, je disais ça plus par rapport à une forme de... Pas de honte, mais certaines personnes sont atteintes de pathologies et peuvent parfois avoir envie plutôt de cacher ça pour paraître normal, j'aime pas du tout ce mot, mais voilà, être comme tout le monde et exclure en fait cette particularité-là, même si elle fait partie de leur vie. Alors, c'est marrant que tu me poses cette question-là, parce que du coup, ça me renvoie le jour où du coup j'ai eu mon rendez-vous avec le gastro-entérologue pour qu'il me dise qu'effectivement mon résultat était positif. Et son conseil a été n'en parlez pas, parce que du coup c'est mal vu. Et déjà, j'ai pas trop compris quand il disait ça. Et après, quand on voit l'impact que ça a, vraiment, où c'est essentiel de faire attention en fait, je me suis dit, mais non, en fait, il faut en parler. Mais alors après, c'est vrai que là, tu parles de se cacher ou autre. Je pense que au tout début, quand j'avais du mal, effectivement, parce que j'avais pas envie de déranger les gens, etc.,
quand je sentais que les personnes étaient fermées à ça, étaient plus à penser que c'était une mode ou oh là là, c'est pas une miette qui va te rendre malade, etc. Effectivement, en fait, j'avais tendance à ne pas insister, quitte aussi au final à pas manger, ou à moins manger, ou à manger ce que je pouvais, mais à pas faire de bruit. Mais après, parce que j'étais encore dans. Je pense que c'est aussi un travail à faire sur soi, de pouvoir affirmer tranquillement les choses et pas se laisser envahir par ça, quoi. C'est vrai que là maintenant, après, j'insisterai pas. Si les personnes sont pas ouvertes, on va dire, à ça, après, je fais le nécessaire pour moi. Mais en fait, me cacher, non, clairement, non, puis limite, je préfère effectivement l'annoncer, le dire directement. Et après, les gens, soit ils font attention, soit ils font pas attention. Quand ils font pas attention, moi j'ai vu qu'ils faisaient pas attention et du coup, je ne dis rien parce que ça sert à rien de relancer les débats, quoi. Mais bon, c'est quand même de plus en plus rare, quand même, heureusement. Déjà, je m'affirme. J'arrive à poser les choses plus facilement. Et je pense que ça commence petit à petit quand même à être un peu plus répandu. Même si au final, manifestement, je crois que très peu de cas cœliaques sont officiellement diagnostiqués. Il y a beaucoup de personnes qui ne le sont pas diagnostiquées alors qu'effectivement elles le sont. Qu'elles sont cœliaques. Mais non, je pas cette envie de cacher, non. Mais je trouve ça incroyable que le gastro t'ait dit de ne pas en parler. Ça révèle encore une fois la fermeture d'esprit de la société en général. Parce que pour qu'un médecin qui est spécialisé dans les pathos digestifs te dise ça... Ah, c'est lunaire. C'est complètement lunaire. Ouais. Ça va pas du tout en plus dans le sens de l'acceptation de la maladie. Ça appuie sur le fait qu'en fait, t'es pas comme les autres et qu'il y a un souci et qu'il faut pas le dire, quoi. Je pense que ça part vraiment du fait qu'ils ne connaissent pas, en fait. Parce que moi, je me suis rendu compte au fur et à mesure de tout ce que je pouvais recenser comme information au fur et à mesure et avec les années, je me rends compte que, en fait, très peu de médecins savent ce que je sais et ce que la plupart des cœliaques savent. Il y a vraiment une non-connaissance. Ce qui paraît effectivement un peu étonnant étant donné que c'est un peu leur spécialité, la sphère digestive, encore une fois. Mais je pense que ça part plus d'une non-connaissance plutôt que de l'intolérance du type de personne, en fait. Je pense qu'ils savent pas. Ouais, mais il y a une différence entre ne pas savoir et accepter et dire à la personne que voilà, il n'y a pas de souci, il y a peut-être des trucs qui existent, moi je ne sais pas, mais voilà, que de dire n'en parlez pas, c'est mal vu. Je trouve ça tellement violent. Quand tu reçois un diagnostic, tu ne savais pas, et d'un coup on te dit ça, c'est limite la double peine, surtout quand tu n'es pas du tout préparé à te dire ok, en fait j'avais une pathologie qui était quand même assez poussée, quoi. Donc, c'est vrai que le fait de ne pas savoir n'empêche pas le fait d'aller se renseigner derrière non plus aussi, quoi. C'est sûr. Mais après, on va pas réécrire l'histoire, mais ni refaire les gens, mais c'est vrai que oui, c'était vraiment lunaire cette expérience. Ouais. D'où l'importance, encore une fois, comme tu le dis, d'une prise en charge holistique qui est beaucoup plus axée sur l'humain et pas juste sur la pathologie, en fait, et qui fait que l'approche est beaucoup plus différente, beaucoup plus humaine, beaucoup plus bienveillante aussi, et ça change tout, en fait. Voilà, la personne se sent déjà écoutée. Et dans un cadre qui est bienveillant et qui n'est pas du tout dans le jugement. Et on essaye justement de trouver des solutions, même si peut-être sur le moment elles ne sont pas parfaites, mais au moins on a un petit peu avancé et on n'exclut pas la personne, quoi. Donc, ouais. Et qu'est-ce que tu voudrais dire aux personnes alors, je ne parle pas de conseils, mais peut-être par rapport à ton vécu, à des personnes qui auraient pu recevoir un diagnostic ou qui auraient des doutes d'avoir cette patho par rapport à leurs symptômes. Voilà, qu'est-ce que tu voudrais leur dire ? Alors déjà, s'il y a des doutes par rapport au gluten, si on a remarqué qu'il y avait des soucis après avoir mangé du gluten, etc.,
Moi, ce que je conseille vraiment, parce que la plupart des gens, mais même dans les médecines holistiques, ils vont dire vous faites une éviction du gluten. Moi, vraiment, je conseille fortement de faire les analyses en premier lieu. Parce que si vous êtes vraiment cœliaque, à partir du moment où vous enlevez le gluten, si vous devez après faire les diagnostics, les tests, donc aussi bien la prise de sang que la biopsie, il faut manger du gluten pour pouvoir voir si effectivement il y a ou pas. Parce qu'à partir du moment où on enlève le gluten, il n'y a plus l'inflammation. Et s'il n'y avait pas eu d'atteinte forcément villositaire, ça ne se voit pas. Sauf que si vous avez enlevé le gluten, en remanger, c'est juste une torture. Donc ça, moi vraiment, clairement, s'il y a doute, commencez par faire, avant d'enlever le gluten, commencez par faire les examens auprès de votre médecin traitant et après faire effectivement ce qu'il faut par la suite. Ça, ouais. Et après, qu'est-ce que... Il y avait autre chose à laquelle je pensais. Oui, je ne sais pas. Par rapport à l'accompagnement holistique, par rapport aux endroits où on peut trouver peut-être des aliments sans gluten plus facilement que d'autres. Je ne sais pas, je te donne des petites pistes. Ouais, alors du coup, non, j'ai perdu le fil, donc je ne sais plus ce que c'était, mais si par rapport aux aliments, bah oui, de toute façon, alors c'est vrai que moi, vraiment, ce que je conseille, c'est manger le plus brut possible déjà, et éviter au maximum tous les produits sans gluten en fait. Parce que pour le coup, ils sont bourrés de sucre, d'additifs, de conservateurs, et avec souvent un indice glycémique très haut aussi. Et en fait, c'est hyper mauvais pour la santé au final. Donc après, il y a des choses, par exemple, si vous prenez les pâtes de riz, de sarrasin, de pois chiches, etc. Donc là, il y a des marques qui sont top, où effectivement, il n'y aura que la farinello, donc là, très bien. Mais attention, parce qu'il y en a d'autres qui auront des listes d'aliments à plus de 15 lignes. Et donc ça, et puis effectivement... Après, on peut se rapprocher aussi du régime signalé, type signalé, dans un premier temps, en fait, pour calmer l'inflammation, c'est-à-dire une alimentation qui soit, comment on dit, qui évite tout ce qui est inflammatoire, en fait. Donc là, il y aura éviter effectivement les céréales, de toute façon, il n'y aura pas de gluten, ça c'est sûr, mais il y a aussi les produits laitiers qui sont très inflammatoires, l'excès de sucre, etc. Donc ça, c'est que déjà, d'un point de vue général, c'est une hygiène de vie qui serait vraiment très bénéfique pour tout le monde d'adopter. Mais je pense que pour déjà, dans un premier temps, pour calmer un petit peu les inflammations, etc., c'est plutôt pas mal, ouais. Et effectivement, ouais, le plus brut possible, quoi. Donc viande, légumineuse, végétaux, et puis ouais, le moins de choses préparées, même sans gluten, quoi, vraiment. Oui, quand tu parlais des produits sans gluten, c'est peut-être pas aller vers des marques qui sont spécifiques, peut-être sans gluten, oui, c'est ça. Où il y a, après, dans le doute, on peut regarder la liste des ingrédients. Oui, et si effectivement il y a autre chose que... moi, je prends l'exemple, je suis déjà tombée sur des pâtes sans gluten, mais que j'ai trouvées en supermarché conventionnel, qui était chez... Bon, je ne vais pas citer la marque, mais c'était une marque de pâtes très connue. Et bon, il y avait, je crois, du maïs, du riz, mais il y avait des monostéarates de je ne sais quoi. J'imagine que c'était pour agglomérer le tout. Donc ça, c'est pas forcément... Ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas été très précise, mais oui, quand je parlais d'aliments sans gluten, les préparations sans gluten, c'était vraiment tout ce qui est préparé, comme je disais sur les pâtes, d'une marque à l'autre, vous avez soit les choses saines, soit même les petits gâteaux, les choses comme ça, où c'est vrai que ça fait du bien de temps en temps, déjà de ne pas avoir à tout préparer soi-même, etc. Mais quand on voit la liste sans mentir, des fois il y a au moins 10 lignes, alors que de base c'est censé être des choses simples. En fait c'est hyper c'est très mauvais, et puis pour le coup ça reste aussi inflammatoire, donc c'est même pas le but. Et donc ouais, vraiment se rapprocher effectivement des marques. Donc après effectivement dans les magasins bio on trouve davantage de marques qui sont plus courtes en termes d'ingrédients. Il existe beaucoup aussi de sites en ligne
qui proposent du sans gluten aussi. Enfin, donc ça se développe quand même de plus en plus. Je crois que j'étais tombée aussi sur une application, alors je la renoterai dans le descriptif de l'épisode, j'ai plus le nom en tête, mais je le renoterai. C'est une application qui existe et qui recense aussi, il me semble, des endroits où on peut se restaurer qui proposent une alimentation sans gluten. Il y a Gus, mais je crois qu'ils ils ont laissé l'accès ouvert, mais ils arrêtent de l'alimenter. Mais après, donc, il y a, en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur les réseaux sociaux, on peut trouver beaucoup de groupes. En fait, soit déjà il y a le groupe de l'AVDIAG qui est donc aussi sur Facebook, mais après donc il y a des groupes qui sont créés un peu partout et où on peut recenser effectivement beaucoup d'informations sur où trouver, même où manger dans telle ville, où trouver même dans tel pays, etc. Et c'est vrai que oui, ça se fait de plus en plus. Ouais, mais même échanger du coup sur ces groupes avec d'autres personnes qui sont atteintes de la patho. Ah oui, c'était ça que je voulais rajouter, du coup, sans transition. Eh ben voilà, tu vois, ça tombe bien. C'était par rapport au diagnostic. Que attention, parce qu'effectivement, il peut y avoir des faux négatifs, ça existe. Voilà. D'accord. Et qu'après, étant donné aussi, chose importante, que c'est génétique, ça veut dire que c'est transmissible. On transmet forcément nos gènes à notre descendance. Et que voilà, il peut être intéressant de faire une recherche du gène en fait pour voir si l'enfant est porteur ou pas. Parce que si on sait que l'enfant est porteur, de pouvoir mettre en place une hygiène de vie, on va dire, idéale pour éviter que le gène puisse s'exprimer, quoi. Donc c'est-à-dire manger le plus équilibré possible, éviter tous les perturbateurs, enfin au maximum tous les perturbateurs endocriniens, enfin voilà, toutes ces choses-là, je trouve que c'est une chance de pouvoir savoir si on est porteur ou pas du gène pour pouvoir en amont faire ce qu'il faut pour que le gène ne s'exprime pas. Ça c'est... ouais. Et par rapport aux faux négatifs, alors... Qu'est-ce qu'on pourrait se dire, ok, c'est apparu négatif, mais pour autant, je sens toujours les symptômes. Est-ce que, qu'est-ce que... Alors, en fait, ça, moi, je l'ai appris, c'est justement au travers d'une réunion AVDIAG où c'était une participante qui partageait son expérience et elle habitait dans l'est de la France. Et donc, elle était suivie, elle, pour le coup, par un Heilpraktiker en Allemagne. Et donc, ils sont quand même beaucoup plus au fait. Et donc le test de la prise de sang, en fait c'était juste un contrôle parce qu'elle était déjà diagnostiquée. Le test de la prise de sang était négatif. En revanche, elle avait quand même beaucoup de symptômes et elle n'était pas bien. Et en fait là-bas, systématiquement, en fait, ils refont une biopsie. Et c'est comme ça qu'ils ont découvert qu'au final, il y avait effectivement une inflammation qui était toujours présente avec une destruction des villosités, ouais. Oui, donc en fait, même si c'est faux négatif, la biopsie peut complètement contrecarrer ce résultat si, en fait, il faut s'écouter. Ouais. Si on continue à avoir des symptômes, il faut vraiment persister, quoi, même si ça s'est avéré négatif. Voilà, Alors après, il existe aussi des intolérants non cœliaques, c'est-à-dire qu'ils vont avoir toutes les problématiques et ils vont devoir faire tout comme les personnes cœliaques, donc même à l'éviction des traces, mais qui pour le coup, il n'y aura pas d'atteinte au niveau de l'immunité et que ce ne sera pas la maladie cœliaque. Donc c'est l'intolérance non cœliaque. Ça, c'est possible aussi. Donc ça se verrait potentiellement aussi à la... Ah non, ça ne se verrait pas à la prise de sang, du coup. Ah non, pour le coup, le système immunitaire. Donc il n'y aura pas de problématique au niveau immunitaire, mais il y a toujours l'inflammation. Et c'est après, je pense que par expérience, on se dit, là, j'ai enlevé tout ce qui est gluten. Peut-être qu'il va falloir que j'enlève aussi les traces, que je fasse attention à ça. Et après, on voit si effectivement il y a une amélioration ou pas. Mais oui, ça existe aussi. Oui, mais quoi qu'il en soit, il faut de toute façon faire les examens pour vraiment écarter cette possibilité-là. Et si toutefois c'est une intolérance qui peut être très poussée, puisque du coup, si on enlève les traces aussi, c'est que pour adapter son hygiène de vie en conséquence. Ça marche. Tout à fait. Et est-ce que tu voudrais ajouter une dernière chose pour conclure ce sujet ? Ne restez pas seul, parce que c'est vrai que au-delà de l'association AVDIAG, les petits groupes en question
qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux au final, ou même après, des personnes qu'on peut connaître parmi nos proches, etc. En fait, rien que de partager des frustrations ou même les... Enfin, au final, on peut en rigoler, on peut tourner à la dérision, mais au moins c'est une manière de décharger un petit peu tout ce qu'on peut recevoir comme phrase complètement hallucinante par rapport à la situation. Et c'est vrai que, voilà, donc aussi bien partager l'expérience avec des personnes. Déjà, en fait, ce que tu disais tout à l'heure, être entendu et compris, c'est essentiel vraiment. Et donc, au-delà de l'accompagnement, on va dire, thérapeutique, si on peut dire ça comme ça, bah ouais, le côté pouvoir en rigoler, même si, oui. Mais voilà, pouvoir le partager avec des personnes comme toi ou moi, ou par rapport aux personnes atteintes, ça fait du bien aussi en fait. On se sent pas seul et c'est voilà et que tout va bien se passer. Non, après, on garde espoir qu'en France on arrive à se développer comme les pays voisins et que voilà, et qu'au final ça nous permet d'apprendre aussi beaucoup de choses. Je vois en termes d'alimentation, j'ai découvert énormément d'autres céréales, de farine, de manières de cuisiner, parce que moi je sais que j'ai une intolérance aussi au maïs et aux œufs, et donc c'est vrai que les œufs ça a été hyper contraignant. Et au final, on découvre plein d'autres façons de faire, et donc d'autres textures, gustativement parlant aussi, et qu'au final, voilà, faut prendre ça... essayer de prendre ça du bon côté. Donc au début, c'est pas forcément évident, hein, ça c'est sûr. Et puis c'est ok en fait. Et se dire que c'est ok que ce soit pas évident, mais qu'à force, en fait, oui, voilà, ce dont on parlait, la résilience au final fait que on peut tirer parti de bonnes choses des choses problématiques, et en l'occurrence de la maladie cœliaque, quoi. Ouais, on vous partagera du coup toutes les ressources que Caroline a nommer pour que vous puissiez aussi vous renseigner, que ce soit pour vous ou des personnes que vous connaissez, ou si tout simplement le sujet vous intéresse aussi. Voilà. Écoute, merci beaucoup Caroline pour ce partage. Et merci à toi Marion, c'était un vrai plaisir. Plaisir partagé. Et puis voilà, cet épisode est terminé pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura instruit, qu'il vous aura aidé. N'hésitez pas à vous faire accompagner. Et je vous dis à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous.